bienvenue dans le 56cast numéro 103. D'abord, aujourd'hui, je vais introduire les gens, parce que quand je fais des speeches sur les éléments chimiques, alors que j'ai pas encore... D'ailleurs, on dit pas introduire en français, on dit présenter. Eh ben, c'est nul. Bonjour Erwan, mon chroniqueur. Bonjour Camille. Et bonjour Emmanuel Puy-Debat. On va parler de primates, de manipulation d'outils et d'intelligence animale aujourd'hui. Ça va être trop cool. Et donc aujourd'hui, c'est le 56cast numéro 103. Alors c'est l'élément numéro 103, c'est le lawrencium. Donc c'est un élément radioactif qui a 103 protons. Il a été produit artificiellement en 1961. C'est pour la petite histoire qui va nous faire coucher moins bête ce soir, dans un accélérateur de particules en Californie. Et comment on fait du lawrencium ? Eh ben, je vais vous expliquer. On bombarde une cible de californium avec des ions de bore. C'est facile. Il a été nommé d'après Ernest Orlando Lawrence, qui est un physicien américain, et c'est le mec qui a inventé le principe du cyclotron. Un cyclotron, c'est un accélérateur de particules en forme de spirale. Et tout ça s'est passé en 1929. Voilà, on était justement en train de se dire qu'on en avait un peu... On est très radioactif quand même, sur les derniers éléments comme ça. On est en truc en ium, einsteinium, tout ça. Non, on va changer. Peut-être qu'on va pas si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les forums. Non, parce que nous, on était aux lignes de bus et au national, donc il y a peut-être mieux à trouver. Voilà, dites-nous. Et sur ce, on va passer au quartier libre. Donc, quartier libre aujourd'hui avec Emmanuel Puy-Debat. Vous êtes biologiste, bonjour, au Muséum national d'histoire naturelle, avec qui on va finir par passer un partenariat. 2 émissions. Ouais. Mais bon, la dernière fois c'était les plantes, là c'est les animaux. C'est formidable. Ça se complète. Et au CNRS, et donc vous êtes spécialiste en fait de la manipulation d'outils, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis spécialiste des capacités de manipulation et d'utilisation d'outils. Donc chez plein d'animaux, et c'est vrai que j'ai plus travaillé avec les primates. Ok. Donc les primates, vous allez travailler directement avec eux, vous allez dans des zoos ou ça, faire des expériences avec eux ? J'ai commencé un petit peu en milieu naturel, en Côte d'Ivoire, pour aller observer les chimpanzés, utiliser des outils. Et puis c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, je les observe beaucoup en parc zoologique. Alors soit en regardant spontanément ce qu'ils sont capables de faire, comme par exemple les petits singes capucins qui utilisaient mon pied pour sauter sur mon pied et casser les noix en les mettant dessous, soit au travers d'expérimentations. Vous essayez d'utiliser votre pied pour casser des noix ? Oui, il y a une petite femelle qui tous les jours inventait quelque chose. Et un matin, elle avait décidé de mettre des noix sous mon pied et puis de sauter sur mon pied pour l'aider à casser les noix parce qu'elle était encore petite, donc elle n'avait pas la puissance nécessaire pour le faire toute seule. Voilà, mais c'est aussi une petite femelle qui utilisait les roseaux qu'elle faisait plier au-dessus de l'eau pour chasser les poissons. Voilà, donc ça c'est des observations, j'ai envie de dire opportunistes de ce qu'ils sont capables de faire. Et puis après, on peut s'amuser. Je fais ça en général avec plein d'étudiants. On peut s'amuser à faire des expérimentations un petit peu plus compliquées selon les espèces. D'accord, mais dans des zones normaux. Alors c'est un truc que je me suis toujours demandé. Aux heures de fermeture, vous mettez au programme des singes. Aux heures d'ouverture aussi, les gens peuvent parfois en profiter. Non, pendant les heures d'ouverture, ça peut tout à fait c'est tout à fait faisable. Trop bien. Et donc vous avez écrit un bouquin qui est sorti récemment et que c'est pour ça que je vous ai invité, parce qu'il est super agréable à lire et vraiment bien écrit et drôle aussi. et donc dedans vous parlez de l'intelligence chez beaucoup d'animaux et surtout chez les singes. Alors est-ce qu'on pourrait commencer par définir ce qu'on appelle intelligence? À partir de quand on dit qu'un animal est intelligent? Alors définir l'intelligence, c'est un bouquin à lui tout seul, j'ai envie de dire. Donc, mais disons que en gros, moi j'ai voulu utiliser une définition relativement large, mais qui est utilisée par plein de collègues, que ce soit en psycho, en biologie, donc qui propose que l'intelligence, c'est une capacité d'adaptation des animaux pour obtenir un bénéfice. Alors le principal objectif de ces animaux-là, c'est de survivre, souvent. Donc trouver de la nourriture, se protéger, attaquer, coopérer, retrouver son chemin, voilà. Donc tous ces comportements-là sont des comportements adaptatifs, c'est-à-dire qu'en fonction des modifications du milieu, il faut trouver une solution pour atteindre son objectif. C'est une définition relativement large, une capacité d'adaptation pour obtenir un bénéfice. Et c'est vrai qu'il y a des définitions qui sont beaucoup plus pointues, notamment dans les sciences cognitives, mais j'ai pas voulu rentrer dans ces définitions-là parce qu'il y a des collègues qui sont bien plus pertinents que moi pour travailler vraiment sur les mécanismes cognitifs qui sont sous-jacents à ces comportements. D'accord. Moi, ce que je voulais dans ce livre, c'est remettre l'humain à sa place, c'est-à-dire une goutte d'eau dans le règne animal, montrer que l'intelligence, elle est plurielle et qu'elle est partout. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir la manipulation d'outils par les animaux. Même on voit à chaque fois on est surpris en fait. C'est pas quelque chose. Même si on sait qu'il y a des primates qui utilisent des objets, mais à chaque fois nous en tant qu'être humain on est confronté à une image d'un animal
utilisant un outil, il y a une sorte d'anthropomorphisme immédiat qui se crée, où on se dit mais c'est très proche. Enfin, finalement, oui, c'est sûr, c'est vrai. Et cet anthropomorphisme, il est embêtant, notamment pour l'outil, mais pour plein d'autres comportements, parce que c'est un comportement qui a été utilisé pour définir vraiment l'espèce humaine, pour dire que à partir du moment où il y a l'outil, c'est l'espèce humaine, mais l'outil, il est utilisé vraiment chez plein de primates. Et j'ai envie de dire, faut presque pas faire non plus de primatocentrisme, parce que bien sûr, il y a des primates qui utilisent des outils, mais si on sort des primates, il y a plein d'autres espèces qui utilisent des outils. Chez les carnivores, on a l'exemple d'un ratel, c'est un carnivore qui est proche du blaireau, qui, par exemple, en parc zoologique, est tout à fait capable d'empiler plein d'objets pour s'évader, mais ça existe aussi chez les invertébrés. Donc l'utilisation d'outils, c'est vraiment commun à plein d'espèces animales. Sur ce ratel, il y a une vidéo qui cartonne sur Internet où on le voit notamment utiliser les outils. Oui, c'est ça. C'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est dans un parc zoologique en Australie. En fait, ils ont un individu qui est particulièrement ingénieux pour s'évader. Alors, il faut rien oublier dans l'enclos. Il va utiliser un râteau pour s'évader. Il va empiler des pierres. Dès qu'il y a une branche, il va poser la branche pour s'évader. Alors les soigneurs en avaient un petit peu marre de passer leur journée à courir derrière parce que ça reste quand même un carnivore avec des grosses griffes, donc c'est quand même un potentiel un peu dangereux. Donc ils se sont après amusés entre guillemets, j'ai envie de dire, à mettre vraiment des cadenas un petit peu plus sophistiqués, mais ils trouvent les moyens de s'évader quand même. Donc ça, c'est vrai que c'est une vidéo qui est assez fascinante à observer. Bon, là, c'est niveau facile avec un trou. Take the rake, put it in his back, put it against the wall. C'est incroyable. Climb up and off you go. J'adore sa tête. You think it's a hoax? It's not a hoax. That is Stoffel. Et même là, alors l'anthropomorphisme dont je parlais marche très bien forcément avec les singes, avec les primates. Mais même là, dès qu'on voit un animal se servir d'une pelle, d'un râteau, de quelque chose, on est en train de se dire... il y a une sorte de distance qu'on avait avec le règne animal, finalement, qui se réduit d'un coup, en fait. Et oui, En plus, il n'a pas de doigts. Ouais. Alors, il a des doigts, mais disons que certains parlent de pattes et pas de mains, parce qu'il n'a pas de pouce opposable. Nous, on a un pouce opposable qui nous permet d'opposer le pouce à tous les autres doigts. Alors pour certains, c'est impliqué dans une forte dextérité, mais ces animaux-là n'ont pas de pouce opposable. En plus, ils ont des griffes, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, ils ont des très grandes griffes. Donc on pourrait penser que c'est un obstacle à la manipulation, mais pas du tout. On a aussi des exemples d'ouverture de boîte avec des griffes, et ils y arrivent très bien. Certains animaux y arrivent très bien. Les griffes peuvent servir d'ailleurs d'outils pour décapsuler. Exactement. Je crois que j'ai vu des ratons laveurs faire ça dans un zoo. Voilà, typiquement les ratons laveurs, des loutres aussi. Il y a des loutres qui sont tout à fait capables d'ouvrir des boîtes en utilisant leurs griffes comme un atout et pas comme un obstacle. Alors les loutres, elles font un truc spécial aussi, avec les cailloux, c'est ça qu'elles transportent dans une petite poche Alors, disons que chez les loutres de mer, il y a un exemple qui est assez connu où elles vont chercher les cailloux au fond de l'eau, elles reviennent à la surface, elles se mettent sur le dos et elles posent le caillou sur le ventre et elles frappent le coquillage sur le caillou pour ouvrir le coquillage. Mais il y a même des poissons qui sont capables de faire ça, de prendre un coquillage et de le frapper contre un rocher pour l'ouvrir. Et vous voyez, un poisson, on est loin des humains. Oui. Des labres, par exemple. Ils prennent dans leur bouche. Ils prennent dans leur bouche. Ils ont assez de force pour... Ils ont assez de force, et c'est des poissons qui ont une mâchoire assez puissante, et ils ont assez de force pour taper le coquillage et l'ouvrir contre les rochers. Waouh. Et ça vous est venu comment, juste cet intérêt pour l'outil Alors, c'est vieux maintenant, c'est vieux. Disons que j'étais jeune adolescente et paradoxalement, c'est pas en observant les animaux en premier que ça m'est venu, c'est en lisant un livre qui s'appelait Le singe, l'Afrique et l'homme d'Yves Coppens, c'est d'où la préface de l'ouvrage. En fait, ce qui m'intéressait, c'était Lucie, c'était cette petite australopithèque. J'essayais de comprendre comment elle vivait, comment elle arrivait à survivre et pourquoi est-ce qu'elle n'était pas classée chez les humains. Et puis je me suis rendu compte, elle n'était pas classée chez les humains, notamment parce qu'on pense qu'elle n'utilisait pas d'outils, ce dont je ne suis pas sûre du tout. Et en fait, je me suis dit, mais alors qu'est-ce qui fait un humain ? Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux autres primates et aux autres animaux pour essayer de comprendre justement qu'est-ce qui faisait un humain. Et puis j'ai bien du mal à le définir au niveau comportement en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous regardez les animaux, moins vous savez ce qui fait un humain en fait. C'est ça.
Alors, c'est un peu ça. on a essayé déjà de définir des frontières, par exemple, entre les capacités intellectuelles du singe et de l'humain. Moi, je fais tout sauf définir les frontières. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est... Il y en a qui ont été essayés et qui ont sauté en voyant qu'ils arrivaient à faire des choses, ou... Enfin, je sais pas. C'est-à-dire des barrières qui ont sauté, en fait. Oui, est-ce qu'il y a des barrières qui ont sauté quand... c'est difficile parce que les barrières, elles peuvent sauter dans un sens, mais aussi dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des choses que, il y a des choses que les humains savent faire et pas les autres animaux. C'est sûr que, nous, on fait des montages vidéo, vous faites une émission, les singes, les carnivores ne le font pas. Mais à l'inverse, vous avez certaines espèces qui ont des capacités que nous, on n'a pas. Notamment en termes de mémorisation spatiale. Il y a par exemple, chez les chimpanzés, il y a des travaux assez extraordinaires, mais aussi chez des fourmis, et pourtant là, on est vraiment loin de l'humain. Il y a des petites fourmis qui sont capables de se déplacer sur 600 mètres en zigzagant. 600 mètres pour une fourmi, c'est une piste et demie d'athlétisme. Ça vous laisse imaginer tout le trajet. Donc elles zigzaguent et pour trouver de la nourriture, et puis pour rentrer chez elles, elles prennent une ligne droite qui est vraiment un raccourci pour rentrer chez elles. Et les chercheurs qui ont travaillé là-dessus ont montré qu'en fait, elles utilisaient comme un système de podomètre, en plus de systèmes compliqués pour trouver les angles. Et ils s'en sont rendus compte parce qu'en mettant des petites échasses sur le on s'amuse bien dans la recherche, en mettant des petites échasses sur les pattes des fourmis, ils se sont rendus compte que les fourmis allaient au-delà de la colonie. Parce qu'effectivement, avec des échasses, les pas étaient plus grands. Donc, on pense que ces fourmis-là utilisent une mémorisation spatiale et utilisent notamment un système de podomètre. Si vous mettez un humain en plein milieu du Sahara, parce que ce sont des petites fourmis qui vivent dans le Sahara, il sera complètement perdu en termes de mémorisation spatiale. Mais ça ne veut pas dire que les fourmis sont plus intelligentes que les humains. Tout est histoire de contexte. Mais elles savent mesurer la longueur de leurs pas. Exactement. Elles savent les compter, en tout cas. Ok. Et sur les singes, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des expériences que vous faites pour justement les comparer les uns aux autres, voir... Parce que ce que vous expliquez, c'est que l'intelligence n'est pas en fait une échelle à une dimension sur laquelle on peut classer les gens. Toi, tu es plus intelligent que machin qui est plus intelligent. Chacun a une intelligence différente selon son environnement. Exactement. Ça, c'est vraiment le message principal de l'ouvrage. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de comparer les espèces entre elles. Par exemple, on a essayé avec Ameline Bardot, une étudiante en thèse qui a soutenu il n'y a pas longtemps, de comparer leur capacité à récupérer des noix au travers de labyrinthes. Alors on a fabriqué des labyrinthes, voilà, le labyrinthe. Donc on s'est amusé à fabriquer, on nous a aidé aussi à fabriquer des labyrinthes avec différents obstacles. Et donc les labyrinthes étaient accrochés au grillage des enclos des animaux. Alors on a étudié les orang-outans, les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, les capucins. On a vraiment étudié différentes espèces de primates. C'est celle-là, je crois. Oui. Et en fait, donc là vous voyez le labyrinthe, il est accroché au grillage, et là vous avez un bonobo qui est allé chercher son outil et qui essaye de ramener la noix au travers les différents obstacles. Et ce qui nous intéressait ici, c'est de voir combien d'obstacles étaient touchés, quels étaient les individus et les espèces les plus performantes, qui va le plus vite, qui récupère sa noix le plus vite, qui en termes de dextérité repositionne son outil dans la main pour être plus efficace. Est-ce qu'il y a un choix de l'outil ? On s'est rendu compte que les bonobos avaient souvent, il y a certaines femelles qui choisissaient des outils exprès extrêmement courbés pour avoir un meilleur bras de levier pour ramener la noix. Voilà. Et par exemple, il y a, alors je ne sais plus quelle est cette espèce qui prenait des fois le bâton non seulement dans les mains mais en plus dans la bouche. Oui, alors ça c'est les orang-outans. C'est les orang-outans, voilà. Parce qu'ils ont l'habitude en fait de se servir de leur bouche parce qu'ils montent beaucoup aux arbres et que leurs bras et leurs jambes sont occupés. Exactement. Les orang-outans, c'est les plus arboricoles des grands singes. Et donc effectivement dans les arbres, ils ont leurs quatre mains, j'ai envie de dire, parce qu'au niveau des pieds, ils ont une dextérité assez impressionnante aussi. Et donc comme tous leurs membres sont occupés, ils sont parfois obligés d'utiliser la bouche pour manipuler. Et ils nous ont utilisé des bâtons dans la bouche pour ramener la noix, par exemple, avec efficacité en plus. Et est-ce que est-ce qu'on voit, nous, un apprentissage, je ne sais pas si c'est au niveau d'une génération ou au niveau de plusieurs générations, une transmission chez les singes? On voit ça évoluer? Oui, on le voit. Alors pas chez toutes les espèces, pas chez tous les comportements, mais déjà il y a un apprentissage de l'individu. Par exemple, un chimpanzé, pour utiliser une pierre et casser une noix, il y a un long apprentissage parce que d'abord la noix elle est très dure, donc il faut appliquer suffisamment de force pour l'ouvrir, et puis en même temps il ne faut pas non plus en appliquer trop parce que sinon vous l'écrasez. De la même manière, moi quand j'ai travaillé sur
les capucins qui cassent les noix de coco, ils veulent absolument récupérer le lait de coco parce qu'ils adorent ça. S'ils l'écrasent trop, le lait de coco, il l'est perdu. Puis s'ils l'écrasent pas assez, ça s'ouvre pas assez. Donc il y a tout un apprentissage. Les petits apprennent à sélectionner les bons substrats pour pouvoir ouvrir les noix de manière plus efficace. Et puis de génération en génération, oui, on a des exemples. Par exemple, chez les macaques japonais, il y a un exemple qui est assez connu maintenant où vous avez une petite femelle un jour qui s'appelait Imo, qui s'appelait la pauvre Imo, qui a inventé en fait le lavage de ses patates douces pour pouvoir les manger sans avoir les inconvénients du sable. Et puis ce comportement s'est transmis à tout le groupe, même à d'autres groupes en dehors du sien. Et puis un jour pareil, une autre innovation, on leur donnait du blé, donc en lançant le blé dans l'eau, le sable coulait et le blé était propre et plus agréable à manger. Et pareil, ce comportement s'est généralisé à l'ensemble du groupe. Et ça va même plus loin, puisque en fait, le fait d'utiliser l'eau comme outil finalement pour nettoyer cet aliment, ça a conduit les macaques à être beaucoup plus souvent dans l'eau, ce qui fait que maintenant ils jouent dans l'eau, ils font même parfois un petit peu d'apnée pour aller sous l'eau. Donc non seulement il y a un apprentissage à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle du groupe et qui peut ensuite conduire à de nouveaux comportements que ces animaux ne faisaient pas avant. Et ça il y a une permanence, ça se transmet sur la longueur, sur plusieurs générations. Oui. Là, dans ce cas-là, oui, ça se transmet de génération en génération. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer que dans plusieurs milliers ou millions d'années, certaines espèces qu'on voit là déjà évoluer se rapprochent de l'humain aujourd'hui et comment ça se fait des singes, voilà. C'est très, mais c'est très loin. Mais par exemple, s'ils commencent à laver leurs patates douces, peut-être que dans un certain temps, ils arriveront à faire la cuisine aussi. J'ai envie de dire, j'ai pas la réponse à cette question. Après, ce qui est sûr, c'est que toutes les espèces aujourd'hui évoluent. Nous aussi, bien sûr. Après, le problème aujourd'hui, c'est que l'environnement change tellement rapidement. On peut tout imaginer en termes... on peut pas non plus tout imaginer, mais disons que très sérieusement, on peut imaginer des comportements qui vont vraiment s'adapter de manière très rapide ou pas, malheureusement pour certaines espèces, aux modifications de l'environnement. Malheureusement, j'ai envie de dire, ce qu'on constate plus aujourd'hui, c'est une disparition massive. On sait qu'en peu de temps, il y a 50% des vertébrés qui ont disparu. Donc les adaptations à ces changements environnementaux très brusques sont pas franchement positifs pour les espèces animales aujourd'hui. On a une mainmise sur l'environnement et avec des conséquences assez dramatiques pour les autres espèces. Et toujours en termes d'évolution, quand on retrouve des outils dans les fouilles archéologiques du temps des premiers hommes, comment on peut être sûr que c'était des outils d'hommes et que c'était pas des outils de singes, maintenant qu'on sait qu'ils en font des très complexes? De mon point de vue, on peut pas en être sûr. Voilà. Ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. De mon point de vue, c'est très... Alors, disons que quand il y a des ossements associés et pour lesquels on est sûr à 100% que c'est une espèce humaine qui était associée à cet outil-là, pourquoi pas? Mais j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut être sûr à 100% qu'une main qu'on a retrouvée avec bien sûr quelques fragments, on retrouve quasiment jamais des mains complètes ou des squelettes entiers. Enfin, non, c'est pas quasiment, c'est qu'on n'en retrouve jamais. Donc déjà, il faut être sûr que l'espèce qu'on a retrouvée, c'est bien des humains, et que l'outil qui a été trouvé avec cette espèce soit vraiment l'outil qui appartenait à cette espèce. Et ça, c'est quasiment impossible à démontrer. En plus, pour les outils en pierre dont on parle, les plus anciens qui ont été découverts, ça date de 2 ans maintenant, ils datent de à peu près 3,4 millions d'années. Et à cette époque-là, il y a des humains, mais pas seulement. On a aussi des australopithèques, le kénianthrope, le paranthrope, enfin bon, il y a plein d'espèces, dont ma petite Lucie, j'en reviens à elle, qui vivait aussi à cette époque-là, et qui, je ne vois absolument aucune raison pour qu'elle n'ait pas fabriqué les premiers outils. Et pour travailler aussi sur les aspects fonctionnels, anatomiques, disons, des mains, il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas pu les fabriquer. Et aujourd'hui, sur les animaux que vous observez, vous directement, c'est quoi l'outil le plus complexe, le plus surprenant que vous avez vu un animal manipuler Alors le plus complexe, déjà faut faire attention, peut-être le plus complexe, parce que c'est pas forcément le plus complexe qui est le plus efficace et qui est le plus intelligent. Je veux juste vous donner un exemple par rapport à ça. Pareil, vous pourrez trouver ça sur internet assez facilement. C'est un babouin qui est poursuivi par une lionne, et puis il monte dans l'arbre pour essayer de lui échapper. La lionne essaye de grimper un petit peu pour essayer de le rattraper. Et puis premier
premier comportement de ce babouin, c'est un comportement qu'on pourrait dire complexe, c'est l'utilisation d'une arme finalement, puisqu'il va prendre des branches pour la lancer sur la lionne. Mais la lionne ne part pas. Et finalement, le comportement d'après qu'il choisit, c'est de faire pipi sur la lionne. Et ce comportement fonctionne très bien, la lionne s'en va. Donc c'est un bon exemple, je trouve, parce que faire pipi, en soi, c'est pas très compliqué. Tout le monde peut le faire. Mais finalement, c'est ce comportement-là qui a été efficace, alors que le comportement d'avant, on pourrait dire, waouh, il utilise une arme, c'est super compliqué, c'est très humain d'utiliser une arme. Bah, finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc complexe dans quel sens? Complexe en termes de dextérité, oui, il y a des comportements qui sont difficiles à accomplir d'un point de vue moteur. Et là, c'est complexe en termes de changement de stratégie. Exactement, c'est complexe en termes de changement de stratégie, et puis se dire... Les êtres humains pourraient s'en inspirer, moi, je trouve, à la place de se balancer des trucs, des armes, tout ça. Voilà. Pourquoi pas? Non, mais pardon. Je suis pas sûre que ça arrangerait. Je partage, j'imaginais des trucs, mais c'est... Non, mais en fait, complexe aussi, je pensais en termes d'assemblage, parce qu'en fait, ce qui nous semble surprenant quand on voit des animaux, je trouve le plus surprenant, par exemple, c'est utiliser 2 pierres pour casser un truc entre les deux, ou quand il y a plusieurs éléments à un outil. C'est-à-dire, moi, en tout cas, de mon point de vue, quand on voit un singe ou tout ça utiliser une branche, utiliser un truc, c'est déjà assez impressionnant. Mais quand il se met à utiliser 2 choses ou à assembler, finalement à construire un outil, c'est ça aussi. Est-ce que ça arrive Tout à fait. Et vous avez raison, il faut vraiment distinguer ce qui est utilisation d'outils et fabrication d'outils. C'est pas tout à fait la même chose. Après, on a plein d'exemples dans le monde animal où il y a effectivement une utilisation de plusieurs outils en même temps pour résoudre une tâche. Pour ça, les oiseaux sont extrêmement efficaces. Chez les corneilles, il y a des exemples qui montrent qu'ils sont capables d'accomplir plusieurs tâches différentes pour atteindre un but. Et il y a aussi chez les fourmis, par exemple, vous avez des exemples chez les fourmis, vous avez certains individus qui vont rapprocher des feuilles, pendant que les autres individus vont pas les coudre, mais les coudre entre guillemets, c'est-à-dire vont mettre vont les relier entre elles par la soie produite par leurs propres larves. Donc c'est une espèce de coopération qui fait qu'à la fin, on atteint son but. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que chez les humains, de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'exemples où effectivement on est capable de fabriquer des outils différents pour atteindre un but, mais ça existe aussi dans le monde animal. Après, il faut aussi faire attention avec ces histoires d'outils, parce que des fois, d'un point de vue cognitif, fabriquer des outils, ou d'un point de vue moteur, c'est des fois moins compliqué que de la simple, entre guillemets, simple manipulation. Par exemple, on a essayé, chez plein d'espèces animales, de leur faire ouvrir des boîtes, avec des types de fermetures plus ou moins compliqués. On a fait ça chez des perroquets, chez différentes espèces de primates, chez différents carnivores. Et on peut très bien voir sur les singes capucins. Donc là, vous voyez, d'abord il va observer, ensuite il va se mettre dans la position qu'il préfère, il va soulever le loquet et récupérer son fruit. Alors pour un singe capucin, j'ai envie de dire, c'est pas forcément une tâche très complexe, mais en termes de coordination, ça c'est plus compliqué à accomplir que de prendre une branche et de l'enfoncer dans un trou pour extraire de la nourriture. Et chez les perroquets, ce qui était très intéressant à observer, c'est qu'en fait ils utilisent une patte pour stabiliser et pour repositionner la boîte dans la patte. Il utilise aussi son bec pour essayer de résoudre le problème du loquet à ouvrir. Et il utilise aussi sa langue pour repositionner le loquet. Là, on ne le voit pas forcément très bien. Mais donc, vous avez une coordination entre patte, bec et langue qui est super compliquée au niveau du contrôle moteur. Donc, voilà. Donc, ces histoires d'utilisation d'outils, oui, mais j'ai envie de dire, ça dépend quelle utilisation d'outils. Parfois, je vous dis, extraire de la nourriture avec un bâton, c'est plus facile à accomplir qu'ouvrir une boîte. Et là, pourtant, il n'y a pas une utilisation d'outils pour ouvrir la boîte. Mais c'est une adaptation à son environnement, en fait. C'est là où ça se rejoint avec l'utilisation d'outils, c'est adapter son comportement, analyser l'environnement, ses capacités et résoudre le problème. Exactement, et c'est vrai que si certaines espèces n'utilisent pas d'outils, c'est probablement qu'elles n'en ont pas, je dis bien qu'elles n'en ont pas la nécessité. Il y a plein d'animaux, notamment en milieu aquatique, qui ont des capacités sensorielles suffisamment élevées et qui ne nécessitent pas l'utilisation d'outils. Et comment vous jugez la complexité de ce singe qui avait piqué l'appareil photo d'un photographe pour se prendre en selfie? Parce que moi, ça m'épate un peu. J'ai vraiment l'impression qu'il est
en plus de la manipulation de l'appareil photo, il a compris le principe du bouton et tout. Il voit un intérêt à se prendre en photo. Alors, je vais être honnête, je ne connais pas cet exemple-là. Il y avait eu une grosse histoire parce qu'on se demandait à qui appartenaient les photos en fait. Le photographe revendiquait le copyright de la photo et il y a eu un procès parce que non, c'est le singe qui a pris la photo, donc elle est dans le domaine public finalement. D'accord, ça c'est rigolo alors. Alors je ne sais pas quelle espèce de singe qui a fait ça, mais ma foi, ça me surprend qu'à moitié, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai une collègue qui a eu cet exemple-là avec des singes capucins en Amazonie, où effectivement, ils s'amusent très vite avec les caméras. Moi, ils s'amusent. Moi, j'ai des exemples chez les grands singes où ils utilisaient des outils pour plutôt me les faire tomber, oui, parce que je devais les déranger un petit peu. Mais j'avoue, le coup du selfie, je ne connaissais pas. Si ce n'est cette collègue, pour les capucins sont extrêmement joueurs avec tout type d'objets, et c'est vrai que l'appareil photo, faut pas trop les laisser entre leurs mains. Ça pose la question du statut juridique aussi en fait. Ah, ça c'est sûr. Est-ce qu'il faudrait pas un statut juridique différent pour les grands singes? Ça c'est une grande question, mais ça fait pas depuis si longtemps que les animaux sont pas considérés comme des objets, si je me trompe pas, au niveau juridique. Donc je pense qu'il y a un peu encore de travail de ce côté-là. Je pense qu'on pourrait profiter de la lancée justement pour essayer de... Ah ben, utilisez mon livre pour profiter de ça, pour leur donner un statut qui soit meilleur. Et alors là, c'est vraiment, je m'y connais pas particulièrement, mais le sens commun, entre guillemets, arrête pas de dire que l'animal le plus intelligent, ou en tout cas un des plus intelligents, c'est le dauphin, qui était considéré. Et est-ce que lui aussi, il utilise des outils? Bon, il a pas de bras, donc je pense que c'est un peu plus gênant. Moi, j'aimerais bien voir des dauphins avec des bras, ça se trouve, il pourrait faire des choses formidables. Mais avec sa bouche. Mais est-ce qu'il utilise, est-ce que ça se manifeste aussi par une utilisation? Alors, il y a beaucoup de choses là dans votre question. Là, d'abord, non, c'est très bien, mais déjà, le dauphin le plus intelligent, je vais revenir toujours à la même chose. Plus intelligent, pourquoi? Oui, pour certaines choses, oui, mais pas pour d'autres. Alors après, pas de bras, pas d'outils, faut faire attention. Aussi, non, je ne me suis pas permis de dire ça. C'est juste qu'il y a beaucoup d'exemples. Je ne me vexe pas, moi. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, les oiseaux, ils n'ont pas de bras, mais ils trouvent des solutions pour utiliser des outils. Il y a plein d'exemples chez les corneilles qui sont juste époustouflants et ils n'ont pas de bras. Les dauphins, alors on n'a pas énormément d'exemples d'utilisation d'outils dans le monde aquatique, mais c'est aussi parce qu'il y a un très faible pourcentage d'animaux qui sont étudiés en milieu aquatique. Mais chez les dauphins, il y a le grand dauphin, par exemple, qui, quand il doit chercher sa nourriture sur des fonds sédimenteux et qui veut attraper des perches de sable, pour pas se faire mal au nez, pour pas se faire mal au rostre, il va arracher des éponges et il se les met sur le rostre. Donc c'est une utilisation d'outils, c'est un élément qui est détaché du substrat. Alors il n'y a pas de fabrication, on est bien d'accord, mais il se pose l'éponge pour se protéger le rostre et ça lui permet de fourrager dans les sédiments sans se faire mal. Donc c'est une utilisation de la classe. En fait. Voilà, c'est ça. Trop bien. Non, ça me fait trop plaisir parce que moi j'étais fan des dauphins et à une époque je savais tout sur les dauphins et là je viens d'apprendre un truc nouveau. Je crois qu'on a fini, hein. Enfin moi je continuerai bien un quart d'heure mais... Non mais il y a aussi une question intéressante, c'est sur... finalement, revenir au départ. Aujourd'hui, en fait, là, clairement, la manipulation d'un outil n'est plus quelque chose qui distingue un être humain d'un animal. Il reste quoi, au juste? Alors j'ai envie de dire, quand je discute avec les anthropologues, les paléanthropologues, avec différents collègues issus de différentes disciplines scientifiques, il reste bien la bipédie permanente. Ça, je suis assez d'accord. On est les seuls à être sur nos deux pieds en permanence, mais c'est un comportement moteur, hein, si on peut appeler ça un comportement, mais disons que c'est une fonction. Voilà, on est les seuls bipèdes permanents, à part les oiseaux. C'est quelque chose qui relève de l'intelligence. Voilà, est-ce qu'on peut relier la bipédie à l'intelligence? Alors là, j'ai envie de dire une définition encore plus large que la mienne, mais pas vraiment. C'est un caractère fonctionnel. Finalement, ça amène à beaucoup d'humilité, en fait, de travailler là-dessus. Ah oui, ça c'est sûr. S'il y a quelque chose que ce livre peut apprendre, c'est l'humilité de l'être humain par rapport au règne animal. Encore une fois, on est vraiment une goutte d'eau. On est une espèce parmi 8 millions à peu près. On a apparu, le genre humain, c'est 2,5 millions d'années à peu près d'apparition, alors entre 2 et 7 millions selon les chercheurs. Voilà, les premiers animaux pluricellulaires, c'est 2 milliards d'années. Donc il faut vraiment recontextualiser. On va commencer à se calmer là. Voilà, c'est ça, va falloir commencer à se calmer un petit peu. Exactement. Merci. Bon, en tout cas, si ça vous intéresse, ça s'appelle L'intelligence animale, c'est chez Odile Jacob. Et alors, il y en a dans les forums qui râlent et qui disent maintenant, vous faites tout le temps des gens qui ont écrit des livres vachement bien et puis vous nous ruinez, on est obligé de tous les acheter. Je suis absolument désolée. Mais oui, c'est comme ça. C'est pas de ma faute si les gens écrivent des livres super intéressants. Merci. Ruinez-vous. Voilà.
Merci beaucoup en tout Merci cas à Emmanuel vous. Puydeba. Et puis on va finir par une vidéo mignonne comme d'habitude. Alors ça c'est un crabe donc, qui a été filmé en février 2014 au large de Djibouti en Afrique. Et voilà, tant qu'on en est à parler de mains très agiles qui savent faire beaucoup de choses, lui il a des membres, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, qui lui permettent de nager de façon overcute quand même. Et le crabe, il triche un peu parce qu'il a son outil intégré en fait. Ah, ça, Vous c'est avez ça. bossé sur les crabes? Alors sur les crabes, en ce moment, oui, je travaille sur les bernard l'ermite. Bon, c'est pas, c'est la Ça même famille, disons, et sur les écrevisses. Et en termes de manipulation, ils sont super forts. Et ce qui est très 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 intéressant chez ces espèces-là, notamment pour les écrevisses, c'est qu'il y a que 2 doigts. Donc en fait, on se rend compte que finalement 2 doigts d'un point de vue purement fonctionnel, c'est presque plus efficace que d'en avoir plein. Parce que quand on a plein de doigts, pour gérer ça au niveau du contrôle moteur et du cerveau, c'est super compliqué. Donc des fois, c'est très coûteux. Et d'un point de vue évolutif, oui. ce qui est coûteux, c'est pas forcément fantastique. Et chez ces bêtes-là... Ils sont optimisés. Exactement. Et ça intéresse les roboticiens. Qui va avec quoi. Et oui, ça peut. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Merci à à la vous. semaine prochaine. Ciao. Salut.